que devient le débat sur le changement de constitution maintenant que le président a annoncé la tenue d'un dialogue national inclusif? Qui devra prendre part à ce dialogue? Il devra se tenir dans quelle ville du pays, à l'étranger? Qui pour la médiation et pour quelle finalité? Qu'en est-il aussi du processus électoral? Voilà. En face de nous, le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, M. Jonas Chombela Kabiena. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre présence sur ce plateau. C'est moi qui vous dis merci pour l'honneur que vous nous faites de passer sur votre plateau. Ça fait un plaisir toujours de vous avoir sur notre plateau. Hein. Oui. On reçoit beaucoup d'échos après votre passage. Mais je suis toujours là. Dès qu'il y a la disponibilité, on en profite pour quand même glisser un ou deux mots dans l'intérieur du pays. Mais sinon, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais je suis là. Alors, on va commencer directement. Même petit mot par rapport à la nouvelle société civile congolaise. Comment ça se passe? Bon, la nouvelle société civile congolaise actuellement, elle est en train de mettre un grand projet de la coalition laïque de la société civile de la RDC. Elle est en train d'organiser aussi comment elle peut avoir un cahier de charges sur les discussions qui s'annoncent avec les autres collègues de la société civile. Les tractations vont dans tous les sens. Ça, c'est la RDC. En même temps, elle travaille sur son programme 2027-2032. Comme nous venons de terminer notre plan stratégique 2021-2026, maintenant nous entamons 2027-2032. On est en train d'actualiser tous ces éléments. Tout ce que nous faisons est consigné dans un programme. Voilà. Alors, on va directement par la première question sur le dialogue. Oui. Le dialogue tel qu'annoncé aujourd'hui, est-ce tel qu'annoncé par les confessions religieuses, dialogue national inclusif? Bonne ou mauvaise chose aujourd'hui? Je pense que le dialogue, c'est une vertu qui devait être permanente dans notre société. À l'époque, j'avais suggéré même que le chef de l'État puisse nommer un médiateur de la République, comme il y en a dans d'autres pays. Celui-là pouvait incarner cette valeur de la démocratie où les gens doivent se parler. Quand il y a des petits conflits, on le parle, on cherche des solutions. Peut-être que ça pourrait être voir jour un jour. Il y a ça. Donc le dialogue n'est pas mauvais, qu'on le voit dans un premier temps. Maintenant, c'est le contenu que nous donnons au dialogue et les objectifs que nous voulons atteindre à travers le dialogue qui sont un souci, parce qu'il faut qu'on le définisse et qu'on comprenne l'aboutissement. Donc, ce n'est pas, pour répondre à ta question, le dialogue est à saluer. Dans un premier réflexe humain, il est à saluer. Maintenant, le contenu qu'on lui donne, c'est celui-là qui créera des discussions pour qu'on arrive quand même à le centrer sur ce qui nous préoccupe réellement. Mais sur quoi doit porter ce dialogue, effectivement? Mais ce qui nous préoccupe actuellement, il y a beaucoup de choses qui nous préoccupent sur le dialogue. Donc nous pensons à la cohésion nationale, nous pensons à la sécurité, nous pensons à la paix qui est perturbée dans la partie orientale de la République par les marionnettes de l'AFC M23 en complicité avec des États étrangers. Près de 30 ans après, les Congolais n'arrivent pas dans cette partie de la République à vivre la paix. Donc si le dialogue peut nous amener à retrouver l'unité du pays, l'intégrité du pays, je crois que c'est déjà pas mal. Mais oui, allez-y. Le dialogue là, c'est pour cette raison que je vous disais d'entrée de jeu, je me disais que nous ne voulons pas des dialogues ayant déjà compris ce que nous cherchons, c'est la paix, c'est la sécurité. Nous ne pouvons pas avoir un dialogue aussi avec des gens qui ont du sang main. Donc, il se pose ici le problème de qui doit participer au dialogue. Mais justement, qui doit prendre part? Oui, qui doit prendre part? C'est tous ceux qui n'ont pas le sang main. C'est-à-dire... Parce que ceux qui ont du sang main sont déjà en dialogue à Doha, à Genève, et partout par-ci, par-là. Ils sont déjà en dialogue avec le gouvernement. Donc, on ne doit pas les intégrer de nouveau. Nous attendons le résultat de leur cogitation
pour voir comment ceux qui n'ont pas pu les armes peuvent les ajouter. Parce que sinon, ce serait cracher sur la mémoire des milliers de morts. Doha, apparemment, ça piétine. Il doit non qu'à les activer parce que nous allons perturber tout dialogue qui va associer ces hommes et ces femmes qui ont tué des Congolais. Vous allez perturber comment? Nous allons le perturber parce que nous avons le moyen légal que l'État, que la Constitution de la République nous donne. Nous pourrions perturber cela si jamais nous avançons sur cet axe-là. Mais nous attirons l'attention de ceux qui sont appelés soit à l'organiser ou à l'initier, que nous ne sommes pas très proches ou très peu acceptés. Que ces gens, d'abord, ils ont deux choses à faire. La première, la discussion qui sont à Doha. Si ça piétine, ce n'est pas notre affaire. Ils n'ont qu'à trouver une solution, comment trouver un compromis. Leur compromis là pourra être intégré au dialogue global. Deuxièmement, il y en a qui ont affaire avec la justice. Ils doivent d'abord terminer leurs problèmes avec la justice. Il ne faut pas différencier des choses. Nous voulons un dialogue de lutte contre l'impunité. Un dialogue de la vérité, un dialogue sincère, un dialogue qui prend la question de la justice comme prioritaire, un dialogue de réparation qui tient compte des victimes. Ce dialogue-là, c'est là que nous cherchons. Mais avec eux, ceux qui ont pris les armes, ils doivent s'engager publiquement et par écrit qu'ils ne prendront plus jamais des armes pour revendiquer des choses qui sont possibles, parce qu'il y a d'autres Congolais qui ont fait preuve, qui l'ont fait sans prendre les armes, sans tuer les Congolais, sans trahir la nation, sans faire piller les richesses du pays avec des pays étrangers qui est connu, le Rwanda. Donc, ce dialogue-là. Et puis, nous ne voulons pas aussi ce dialogue de mixage, de brassage, d'intégration. Ça nous a été piégé il y a plusieurs années. Nous devons tirer des leçons des différents dialogues que nous avons connus dans notre pays pour ne plus tomber dans les mêmes histoires et tous les 10 ans, on répète les mêmes choses avec des millions de Congolais qui sont envoyés à la mort gratuitement et de façon impunie. Donc, on ne veut plus de ce dialogue-là d'intégration, même de dialogue de partage de pouvoir. Je crois que c'est là l'enjeu de ce dialogue. Ce dialogue-là n'a pas de sens parce que des institutions en place existent. Mais quand vous suivez le porte-parole de l'Église du Christ au Congo, il dit que leur mission, c'est de rassembler tout le monde, même ceux qui sont notamment à l'est, dans l'est du pays, la FCM 23, notamment Joseph Kabila et les Sauvons la RDC, pour la CENCO et SCC. Ils veulent en tout cas mettre tout le monde sans distinction autour de la table. Comment vous réagissez par rapport à ça? Mais c'est leur point de vue que je respecte beaucoup, leur point de vue que je ne partage pas parfaitement, parce qu'eux, ils ont rencontré ces gens. Ils ont rencontré ces hommes qui ont tué les Congolais. C'est comme s'ils sont en train de tenter d'oublier la mémoire des milliers de morts. Ça qui nous inquiète et ça nous gêne, que ça vienne de religieux. Donc, il faut tenir compte de cet aspect des choses. Ce n'est pas parce qu'on veut sauver Kabila. Nous avons vu comment l'Église, qui est mon Église du reste, l'Église catholique, a pu sortir. Elle est sortie avec virulence quand Kabila a été condamné. Mais quand on voit d'autres cas similaires, on n'a jamais vu avec... Qu'est-ce que cela traduit? Bon, mais c'est ça, c'est une question, un jour vous pouvez les appeler et les poser. Ce n'est pas moi qu'il faut répondre. Je crois que je respecte l'Église, je respecte ma foi, mais si je ne partage pas certains points leur point de vue, ça ne veut pas dire que je le manque du respect. Je crois que ça fait partie des opinions que nous discutons sur l'avenir du pays, parce qu'ils n'ont pas le monopole de la vérité. Alors, quand vous parlez de non-mixage, non-brassage, tout ça, et pas d'impunité, comment cela peut-il se passer concrètement? C'est-à-dire que ceux-là doivent venir d'abord répondre de leurs faits devant la justice, mais ceux qui sont dans la FCM 23, déjà aujourd'hui, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas déjà un peu la légitimité des institutions de Kinshasa. Comment c'est cette question qu'il faut amener à Révérend Senga et amener à Monseigneur Cholet. Il faut lui poser cette question. Et ils ne connaissent pas la légitimité, mais ils veulent dialoguer comment? Ils sont à Doha avec qui? C'est ça les aventures qu'ils ont commencées il y a plusieurs années. Et même ils sont en train de tenter de traîner les églises les plus respectées du monde. Dans cette blague-là,
J'espère que l'Église n'arrivera jusqu'à tomber dans cette blague-là. Dans tout le cas, ils ont déjà pris les armes, ils ont déjà tué les Congolais. Les différents rapports des experts des Nations Unies, même le dernier en date, est tellement clair là-dessus que je ne sais pas, même s'ils ne pourront jamais s'échapper à cela, parce que déjà, je vous annonce, très bientôt, un mouvement va se mettre en place pour réclamer le tribunal pénal international sur la RDC. Une pétition est en gestation. Vous allez l'attendre tout à l'heure. Dans les jours qui vont suivre, un tribunal pénal sera mis en place. Même s'ils peuvent venir à dialogue par aventure ou par rêve, ça veut dire que ce qu'ils ont déjà commis comme forfait, ils seront rattrapés. Tout ce que nous savons, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. La loi est au-dessus de nous tous. Et puis, il n'y a pas de gens qui ont droit de donner la mort à d'autres et rester impunément et venir se pavaner à Kinshasa pour chercher le pouvoir alors qu'on a versé du sang des Congolais innocents. Je dirais qui n'ont rien à faire avec la politique. Donc, je respecte la ligne prise par l'Église, je comprends, mais l'Église devra tenir compte des victimes. Il ne faut pas toujours parler de Kabila, de Nanga, mais il faut aussi parler des victimes. Des victimes. Parmi les matières à discuter, est-ce qu'on peut également intégrer la question du débat sur la Constitution, du débat sur les élections, du débat sur les référendums? Mais c'est toutes ces questions qui nous déchirent. C'est toutes ces questions qui nous déchirent. Je pense qu'à part la question dont j'évoquais tout à l'heure, la question sécuritaire, la question de la paix, de la cohésion nationale, pour faire front commun au Congo, que nous allons affronter ceux qui nous agressent. C'est des pays voisins. C'est l'Ouganda, c'est le Rwanda, c'est le Kenya. Il ne faut pas qu'on se leurre. Ces trois pays-là sont dans cette déstabilisation de la RDC de façon presque permanente, et tout le temps d'ailleurs. Maintenant, intégrer la dimension, ça c'est le premier point, le premier enjeu du dialogue. Il faudra aussi qu'on intègre la dimension de la réforme constitutionnelle. Le débat doit aussi aller dans ces forums pour que si jamais on ne trouve pas un consensus, eh bien, on va recourir au peuple qui est le souverain primaire en vertu de l'article 5 de la Constitution, que ce souverain primaire tranche. Parce que c'est lui, il peut changer la Constitution, il peut la réviser, il peut donner une orientation selon les questions qui lui seront soumises. Donc nous pensons, pour nous, ce débat-là, on ne doit pas l'esquiver. Il est réel. Mais quel est le format? D'abord, avant le format, qui devra être le médiateur ou le facilitateur de... Est-ce qu'on devra se confier uniquement aux confessions religieuses ou quel est-ce que vous proposez par rapport à ça? C'est la faute que nous avons commise plusieurs années, croyant que les confessions religieuses sont des gens saints, qu'au sein d'eux, il n'y a pas... On a vu le prise de position le long de l'histoire. On le voit, où est-ce que ça part. Donc je pense que cette fois-ci, il faudra qu'on trouve un dispositif qui équilibre les opinions. Un dispositif qui... Parce que la confiance des uns et des autres est entamée. Vous voyez ça? La confiance des uns et des autres est entamée. Il n'y a pas plus de gens beaucoup plus crédibles, mais ils ont perdu cette place, ils l'avaient. La faute, c'était quoi? On a tenté de mettre dans la Constitution, dans les lois qui organisent la République, les confessions religieuses. C'est le cas des gens qui sont à la CENI. Il faut mettre le président de la CENI qui doit venir de confessions religieuses. Ils ont pris goût et commencent à avoir des attitudes de politiciens, ce qui n'est pas le cas. Je l'espère que ce n'est pas ça le cas, mais je pense qu'il devrait être le médiateur. Là, je crois que comme le dialogue, le chef de l'État l'a donné l'impulsion, il doit être contrôlé sur les institutions. Je crois qu'on peut mettre un mécanisme collectif ou bien collégial de la gouvernance de ce dialogue, créer un dispositif de procédure, de mode de prise de décision et qui sera suivi et contrôlé par les autres. Et puis, dans les différents dialogues, il n'y avait pas des observateurs. Pensez aussi qu'il y ait des observateurs, des experts, sur des questions bien connues. Donc, on ne peut pas le convoquer si on n'a pas un agenda de ce dialogue bien clarifié, où tous nous sommes d'accord, mais aussi avec la nature des participants. Il n'est pas question de venir s'enrichir au dialogue, parce que je vois comment les gens sont en train de se rouer, s'agitent aujourd'hui, même à notre bureau où on ne voyait plus de gens. Aujourd'hui, c'est des milliers de gens qui viennent, qui vous racontent des choses. Bon, nous ne les refusons pas parce que c'est déjà notre habitude d'accepter. Nous pensons, nous, que les questions fondamentales devront être d'abord éclairées avant,
qu'on aille pour ne pas créer des polémiques ou pour ne pas tomber dans le type de la conférence nationale souveraine qui a fait plus d'une année, la plus longue d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes dans les mêmes histoires, alors que nous avons eu la plus longue des conférences d'Afrique, mais les résultats sont là, médiocres. Les résultats sont là, médiocres. Mais quel est le format que vous proposerez, par exemple? Est-ce qu'il faut qu'on comprenne le format de la conférence nationale souveraine, ou bien Sun City 2, ou encore Saint-Sylvestre? Quel est le format idéal? Bon, moi, je pense que nous devons tirer les leçons de toutes ces possibilités de dialogue que nous avons connues dans le passé et tirer des leçons. Je crois qu'on peut commencer même par là. Ça, ce sont des études qui devaient être faites. Je crois que le chef de l'État devra prendre l'initiative de mettre en place la commission préparatoire, qui peut étudier toutes ces questions en tirant des leçons pour ne pas les perdre beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps à perdre. Donc, une commission préparatoire où il y aura les confessions religieuses, où il y aura les partis politiques, où il y aura la société civile laïque qui pourra aussi y participer. On a tendance d'oublier la société civile laïque. On a tendance à croire, regarde, aujourd'hui, si vous pouvez suivre la situation, et si je m'adresse au chef de l'État, il ne fait que recevoir des confessions religieuses, mais la société civile laïque, c'est un acteur majeur de la vie de la nation, qu'on tente d'oublier. Pourquoi on ne l'écoute pas aussi? Je pense qu'à la commission préparatoire, cette société civile laïque, elle est incarnée par des figures qui sont connues dans ces pays, qui peuvent participer, contribuer aussi. Nous attendons voir cette ordonnance-là, comment la composition de la commission préparatoire et le temps qu'on lui donne. Comme ça, il nous prépare l'agenda, ce qui peut nous déboucher. Comment nous allons aborder la question de ceux qui ont pris les armes? Comment nous allons aborder la question de ceux qui n'ont pas pris les armes? Quelles sont les questions essentielles, majeures que nous comptons mettre dans l'agenda du dialogue? C'est le cas de la réforme constitutionnelle, le cas du référendum, le cas de la sécurité, de la paix, et toutes ces questions qui ont perturbé la quiétude des citoyens pour ne pas déclencher le développement du pays. Comment nous pouvons le faire? Je souhaite, pour ne pas être trop large, ou ne pas nous perdre dans des formats qui doivent participer, la commission préparatoire multi-acteurs s'impose. Mais à quel endroit, quel lieu est-ce qu'on doit le faire à Kinshasa? C'est fini ces histoires d'aller hier où les gens vont dormir alors que les gens sont en train de mourir ici à Kinshasa et à l'est du pays. Nous allons l'organiser ici au Congo et c'est l'idéal. L'histoire du Congo doit s'écrire au Congo. Ça, c'est le Mumba. Il le disait déjà. L'histoire du Congo doit s'écrire au Congo. Respectons quand même cette prophétie. D'écrire notre propre histoire et que le monde nous observe aussi. Pourquoi tout le temps la politique de la main tendue? Pourquoi tout le temps? Vous pensez que l'expertise est ailleurs? À l'indépendance, ils ont réussi quand même à obtenir l'indépendance sans avoir beaucoup d'universitaires. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'universitaires. Comment nous avons toujours la main tendue vers l'extérieur? Ça, j'interpelle les plus hautes autorités du pays pour que cette décision de l'organiser au Congo, dans une partie de la République, s'impose à nous. On peut aller au Congo central, on peut aller, je ne sais pas, Kisangani, on peut venir à Kinshasa, la capitale qui est mosaïque, où nous, tout le monde peut se retrouver. On peut venir faire le dialogue. Le dialogue aujourd'hui peut s'organiser. Vous pouvez être même dans vos territoires occupés, comme vous avez peur de venir à Kinshasa, on peut vous atteindre par la communication. Tout est simple maintenant. Et nous sommes dans un monde plus simplifié que dans le monde où on était bloqué, pas de choses. Donc, je pense que Kinshasa est l'idéal. Kinshasa, c'est l'idéal, mais que dire aujourd'hui de toutes ces médiations qu'on a déjà eues, Union africaine, Washington, Doha, et particulièrement, parlons du Rwanda. Comment on règle la question? Est-ce que le dialogue peut mettre fin aux velléités rwandaises? C'est pour cette raison que le chef de l'État posait la question lors de sa sortie médiatique, la plus dernière, la plus vaste, celle qui a été assez très diffusée. Il disait que si on peut donner les garanties par le dialogue, que le Rwanda va quitter le sol congolais, il va convoquer. Je peux, les champions du dialogue. Nous y sommes. Nous voulons voir par ce dialogue le Rwanda quitter le sol congolais. C'est tout. Il n'y a pas de problème à faire. Donc, on ne peut pas commencer à penser que dans le dialogue, il y a une formule magique. C'est ce qu'on tente de faire croire aux Congolais. Parce que nous avons eu d'autres dialogues. Il n'y a jamais de formule magique. Qui vous dit que demain, il n'y aura pas encore d'autres dialogues? Vous voyez, toutes ces garanties, on n'a pas. Voilà pourquoi l'importance de la commission préparatoire.
multi-acteurs, où on a pensé pas faire aussi une commission qui va faire des milliers de jours, mais une commission bien ciblée, bien calibrée, avec des hommes et des femmes qui incarnent quand même une idée de ce qu'ils veulent faire de la paix au Congo, comment il faut faire la paix au Congo, comment nous devons cohabiter pacifiquement. On a entendu des messages de la haine venant même des hommes qui sont censés apporter le message d'amour. Vous voyez, la société est fissurée, déchirée. Vous voyez, tous ces éléments-là, nous devons y réfléchir. On peut déboucher à travers ce dialogue par une commission vérité et réconciliation qui va tracer le chemin de la justice transitionnelle, ce qui est possible aussi. Comme ça, les réconciliations peuvent venir petit à petit. Et je souhaite de tout mon vœu qu'on ait quand même un médiateur de la République un jour qui peut incarner ça. Moi, j'étais au Burkina Faso, je vis une institution médiateur de la République parce que nous sommes dans un pays continent. Des problèmes se soulèvent tout le temps dans le coin. Soit c'est des tribus, soit des problèmes de terre, soit c'est des chefs coutumiers, soit l'autorité publique avec l'autorité coutumière, tous des problèmes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que nous pouvons faire, c'est quoi? Qu'on trouve une institution qui peut s'occuper de la gestion de toutes ces questions. Je pensais même à la question de Sensa qui est gérée par M. Lengankoy. Bon, comme ça ne représente plus rien, je ne sais pas pourquoi ça continue d'exister. Il fallait supprimer ça, qu'on puisse soit le remplacer par une autre institution réellement qui peut s'occuper des conflits ou de prévenir les dangers le moment venu. Bon, je pense que les autorités nous suivent et peut-être qu'ils en prendront, ils tiendront compte de cette réalité. C'est comme le cas où quand on mettait le gouvernement de Mme Souminoa, que je salue, à l'époque en place, j'avais alerté qu'on mette en place un contrat de performance pour chaque ministre. Qu'on dise dans 6 mois, on veut obtenir 1, 2, 3 choses. Pour chaque ministre, on l'évalue. Et qu'il y ait, soit au niveau de la présidence de la République, un conseiller qui s'occupe du suivi de la qualité des choses qui ont été rendues à la population congolaise. C'est le cas aujourd'hui, soit des 145 territoires. C'est flottant. Personne n'en parle. Mais il y a un suivi qui devait se faire. Il y a un suivi qui devait se faire. Mais malheureusement, il y a des endroits où on a lancé seulement la fondation et puis le reste n'a plus suivi. Je suivais dernièrement M. Nzouzi dans le Congo central nous montrant un coin de la République où on a abandonné tout et les herbes sont en train de pousser. Ah, c'est triste. Mais ça fait presque 1 année aujourd'hui qu'on a signé l'accord de Washington avec le Rwanda et avec les États-Unis. Est-ce que le bilan est encourageant? Vous savez, moi j'ai salué les sanctions qui sont contre le Rwanda, mais je continue d'être prudent. Ces sanctions peuvent risquer de nous démotiver pour ne pas défendre notre pays. Ces sanctions risquent de nous faire croire que les États-Unis vont travailler à notre place alors que nous avons un rôle capital à faire dans ce travail. Je sais que notre pays avait des services qui sont censés le défendre piégés avec la problématique de mixage, brassage. Et le Rwanda a réussi à mettre dans notre dispositif de sécurité des éléments qui porte l'agenda du Rwanda pour fragiliser notre armée. Et je crois que l'actuel chef de l'État et son gouvernement sont en train de travailler pour le nettoyage, ne laisser que des Congolais qui portent l'agenda du Congo. Donc, ce travail se fera. Donc, le Congo peut se relever un jour. Mais nous ne pouvons pas continuer à croire indéfiniment que notre salut viendra des Américains, des Européens. Non, le salut du Congo viendra des Congolais eux-mêmes. Donc, les sanctions, les accords qui ont été signés, je crois qu'avec ce dialogue, ça sera une bonne opportunité pour que tout le monde se l'approprie et qu'on puisse voir comment le suivre et comment exiger leur applicabilité. N'oubliez pas, de tels accords sont liés à la bonne volonté. Il n'y a pas de mécanisme contraignant qui peuvent nous aider à contraindre l'une ou l'autre partie prenante à aller de l'avant. Donc, c'est lié à la bonne volonté. Donc, les États-Unis, qui sont le parrain, ont une grande part de responsabilité pour ne pas laisser leur peau en échouant avec un accord qui n'amène pas la paix. Il y a un mécanisme on peut réfléchir à un mécanisme qui peut résoudre la question sécuritaire de façon durable ou permanente. Comme on voit ailleurs, ils ont une force comme l'OTAN qui peut résoudre des questions de sécurité qui se posent dans certains pays.
Mais au niveau de la RDC ou même de la sous-région, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir un peu dans ce sens? Non, réfléchissons sur le Congo. Ne réfléchissons pas sur le mécanisme sous-régional. La SADC était ici, non? Ils sont répartis. Vous avez vu les troupes kenyanes étaient ici chez nous, ils sont répartis. On a parlé de l'EAC, ils sont partis. Moi, je continue à croire le travail peut-être qui se fait au niveau de sécurité n'est pas assez très connu des grands publics, mais nous qui suivons par moment, il y a un travail profond qui est en train de se faire pour que notre armée soit plus puissante, nos services de sécurité soient plus performants et à mesure de protéger les personnes et leurs biens sur notre frontière. Donc nos services, notre administration est infiltrée. Donc rien que par cette manière-là que... C'est de cette manière-là que nous déboucherons par avoir une armée, corps, esprit, professionnel, qui peut défendre la nation. Service de renseignement qui anticipe, qui vérifie et qui voit des choses. Donc vous savez que nous venons d'un trou très profond, organisé près de 30 ans par des gens aujourd'hui que vous êtes en train de soutenir, ce n'est pas vous-même, mais avec ceux qui sont en train de soutenir le Rwanda et ceux qui ont pillé le pays, qui ont fait tuer des Congolais, qu'on veut qu'il à tout prix qu'ils soient à la table des négociations ou des discussions, de dialogue, alors que ils ont laissé des services, une administration sécuritaire, une administration centrale piégée avec des gens qui ne pensent qu'un autre pays, un Congolais. Aujourd'hui, qui pouvait encore imaginer que le Rwanda allait être sanctionné? Qui pouvait imaginer ça? Ni t'étais ce gouvernement actuel. Il y a quand même des choses qui sont faites dans cette direction-là. Sur le plan diplomatique, je crois qu'on peut tout dire et je crois qu'il y a un travail formidable. Changer la donne, l'enfant chéri devenir maintenant un enfant méchant qu'on peut sanctionner. Non, il faut saluer quand même l'effort qui a été fait par le gouvernement actuel. Vous irez jusqu'à dire que le gouvernement actuel, pas le gouvernement actuel, prenons les 18 ans du président Kabila, voilà, il a géré le pays. Est-ce que vous avez un sentiment que nous avions été, comme le dit M. Lambert Mende, ils étaient manipulés, ils étaient dans un... Ils ne comprenaient pas exactement ce qu'ils faisaient. Ça fait longtemps que vous êtes dans la société civile, vous connaissez bien la situation. Quel est votre sentiment des 18 années? Vous parlerez de l'infiltration qui a été institutionnalisée, vous parlerez de... Qu'est-ce que vous diriez par rapport à tout ce qui se raconte pour les 18 ans? Voilà pourquoi moi je suis très hostile à ce que M. Kabila puisse participer au dialogue. Pourquoi? J'ai le sentiment, pas comme Lambert Mende qui parle, c'est mon aîné, qui parle il a été manipulé. À son âge là, on ne peut pas le manipuler. Mais moi j'ai le sentiment de déception. Des déceptions nourries d'inquiétude d'avoir perdu pour le Congolais près de 18 ans comme ça. Pourquoi vous êtes perdu? Mais nous sommes perdus. Est-ce qu'il est fier de ce qu'il a laissé? Peut-il faire le bilan de ce qu'il a laissé? Il y a beaucoup de gens qui sont derrière lui, qui profitaient, qui continuent à penser qu'ils vont encore profiter davantage. Est-il fier vraiment de ce qu'il a fait de l'armée congolaise? Est-il fier de ce qu'il a fait des services de sécurité congolais? Est-ce que Kabila peut être fier? L'humilité exigeait que Kabila garde silence. Aujourd'hui, il est dans une partie de la République occupée qu'il soutient. Est-ce qu'il n'est pas le premier chef d'État depuis que nous sommes indépendants à avoir laissé le pouvoir? Mais certains disent qu'on doit le reconnaître quand même pour cet acte de bravoure. Quel bravoure? De courage. Quel courage? Sur quelle victoire il a gagné? Parce qu'il se rallie à ce qu'il a combattu. Il a combattu le M23, non? Les voilà avec le M23. Est-il fier de ce qu'il est en train de poser acte comme geste? Non, je ne pense pas. Il s'est rallié à cela. Il a dit qu'il porterait des revendications du peuple congolais. Est-il content? Alors qu'il revienne, On n'a pas de problème. Mais au moins, il aura fait face à la justice. Lui devait être le sage. D'ailleurs, ce dialogue que nous sommes en train de parler, c'est autour de lui que nous devions tous graviter. C'est autour de lui un sage, un ancien chef de l'État. Tu as vu d'autres chefs de l'État qui sont consultés dans le monde. Le nôtre est dans le Massissi, à Goma, à Ouidjoué. C'est grave. Est-il fier des abois de ce qu'il est en train de faire? Obasanjo, vous voyez comment il est consulté? Vous avez des anciens chefs de l'État qui sont consultés sur des questions
de la paix, de la sécurité. Le nôtre est dans la forêt. Et vous voulez dire que nous soyons fiers de lui. Pour déstabiliser celui qui l'a succédé. Pourtant, je crois qu'il était quand même quelqu'un d'une école de silence. S'il avait gardé son silence et ne pas se mêler à ses histoires, l'histoire lui reconnaîtrait quand même certaines choses. Tout ce qu'il a pu faire, peut-il nous faire le bilan des 5 chantiers? Peut-il nous faire le bilan de la révolution de la modernité? C'est ça. 18 années perdues, carrément. 18 ans perdus. Et puis on nous a fait miroiter Kinshasa aujourd'hui, Kinshasa demain. Comme des gens de témoins de Jéhovah qui le m'excusent. On nous miroite au ciel, on n'a jamais été au ciel. On dit que voilà l'image de Kinshasa aujourd'hui. Voilà l'image de Kinshasa demain. Est-il fier de tout ça? Non, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. Je ne suis pas politique, mais je suis touché du fond de moi-même parce que je suis attaché aux faibles. Et les faibles ont subi la rigueur de ce qu'il a pu laisser comme dégâts et il continue de le subir aujourd'hui. Lui qui a combattu le M23, comment peut-il se rallier encore au M23? Et que le M23, ça montre comment il a trahi le Congo. Il dit qu'il n'est jamais... Lui, il nie tout ça. Lui et sa famille politique. Il a dit lui-même qu'il porterait... L'évaluation légitime. Mais il a nié quand le président Tshisekedi parlait que le AFC, c'est lui. Personne ne le croyait. C'est démontré maintenant aujourd'hui noir c'est blanc, c'est lui. Pire, il va créer un autre mouvement avec des gens perdus, totalement perdus, qui n'ont même pas de compte à rendre à la population congolaise. Sauvons le Congo. Au lieu de dire aux Congolais, nous voulons revenir, nous sommes au chômage, nous sommes habitués à piller le Congo, ils disent qu'ils vont sauver le Congo. Mais quand vous sauvez le Congo, vous allez le sauver avec les armes. Est-ce qu'il peut encore jouer un rôle dans ce pays? Je pense qu'il a raté une bonne opportunité de jouer le rôle de la paix dans notre pays. En s'engageant à côté de ceux qui tuent, ceux qui violent, et avec le Rwanda, le président Kabila a loupé là une bonne opportunité. Je ne sais pas quel autre rôle il peut encore jouer. Bon. Là, vous pouvez demander à l'Église catholique et l'Église protestante qui ont rencontré ceux qui le courtoient, parce que je n'ai pas vu là où ils ont rencontré Kabila directement, mais il a rencontré les alliés de Kabila, le Rwanda, l'AFC, le M23. Peut-être qu'ils connaissent la recette. Et à croire la réaction de l'Église de la Senko lorsqu'il a été condamné, ça montre qu'ils ont quand même beaucoup d'informations sur Kabila. N'oubliez pas l'archevêque Mouteba, qui est à Lubumbashi. C'est lui qui a scellé la réconciliation entre Moïse Katumbi et Kabila. Ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais. S'il pouvait l'étendre au niveau national, ça ira plus loin. Ce qui n'est pas mauvais. Réconcilier les gens, mais malheureusement, ça a été réduit dans ces carcans et nous savons ce que ça veut dire. Alors, on va peut-être parler d'une question qui n'est pas totalement politique. Quand j'ai dit, j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, certains jeunes m'ont fait parvenir quelques questions. Les dialogues ont toujours porté sur des questions politiques, sécuritaires, élections, tout ça. Mais l'avenir du pays, la place de la jeunesse semble oubliée, laissée de côté. Vous savez, vous parlez de la jeunesse, mais la personne avec un handicap, il faut parler aussi d'elle. Il faut parler aussi de la femme. Il faut parler d'elle. Il faut parler des plus démunis. Il faut parler d'eux. Quand je parlais tout à l'heure de la réforme constitutionnelle, notre pays souffre des tares des gens qui adorent le pouvoir pour le pouvoir et qui ont un agenda qui n'ont... Le pouvoir pour le pouvoir. Pouvoir pour pouvoir. Vous savez, depuis 60 jours, notre constitution de la République là n'a que deux choses qui sont en train de défendre. Deux ou trois. La première chose, je la mets en deux. Les libertés et les droits. Ça, c'est ce qu'il y a dans la Constitution de la République. La deuxième chose, la gouvernance politique du pays. Point barre. C'est tout ce qui est dans cette Constitution. Mais quand est-ce qu'on va parler de la jeunesse? Quand est-ce qu'on va parler de la femme? Tout ça dans cette Constitution. Nous avons des forêts, des minéraux. Lisez dans cette Constitution. Nulle part on parle de nos minéraux, de nos forêts. Mais comment vous allez les protéger? On le parle seulement dans des termes de théorie. Ce sont des choses réelles.
C'est l'une des raisons d'ailleurs qui nous pousse, nous, à réfléchir sur la Constitution de la République. Quand on parlait de la jeunesse congolaise, on l'a dit, elle est presque abandonnée. Nos études, nos universités, notre système scolaire universitaire, c'est un système qui reste encore à repenser. Nous avons des minerais, nous avons des forêts, nous avons ceci. Où est le ministère de l'économie forestière? Quand vous allez au Gabon, vous allez trouver ça. Plus près de nous à Brazzaville, il y en a. L'économie forestière, les minerais. Où sont les écoles qui jouent à cela? Tous nos minerais sont exploités, exportés. C'est pour cette raison. Brut. Oui, brut. Et quand ça nous revient, c'est très cher. Et nous le vendons à vil prix. D'ailleurs, c'est lui qui achète qui fixe le prix. Donc, vous voyez, déjà, quand nous allons revoir notre constitution et que les dispositifs de transformation de nos minéraux doivent obligatoirement, tu veux exploiter les minéraux du Congo, tu les transformes au Congo. Ça peut régénérer la main-d'œuvre et la jeunesse peut se retrouver. Tout ça n'est pas obligé d'aller en politique. Ah, c'est ça L'entreprise qui fournit aujourd'hui, c'est la politique. Mais les investisseurs qui viennent, ils ne viennent pas vraiment investir, ils viennent exploiter et repartir avec le produit brut. Si nous pouvons arriver à mettre dans la condition qu'on ne peut plus faire ce genre de choses, que les minéraux doivent être transformés sur place, vous verrez que le Congo peut se développer, on peut profiter de nos minéraux. Voilà autant d'éléments. Donc la jeunesse n'a pas tombé dans le désespoir, parce que ça reste un réservoir d'énergie pour la République. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille, qu'on ait une politique nationale de la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui, vous avez vu, les services nationaux n'ont récupéré les gens qui semaient la terreur dans la ville. Aujourd'hui, on les appelle les bâtisseurs. Et c'est tout le monde qui veut aller maintenant devenir bâtisseur parce qu'on l'a valorisé. Parce qu'il y a eu une vision, il y a une compréhension des choses. Et ça ne doit pas seulement s'arrêter à une petite échantillon. Ça devait être dupliqué à travers tout le pays. Chaque province, chaque territoire doit avoir ses bâtisseurs. Mais malheureusement, tout le monde pense que la meilleure entreprise, c'est la politique. Alors, M. Jonas Chombela, puisque nous sommes carrément à la fin, on dit qu'on a presque plus de toute minute, je voudrais peut-être que vous puissiez dire à l'opinion qui nous suit, qu'est-ce qui devra être retenu d'important? Qu'est-ce qui devra être fait dans ce contexte-ci d'incertitude pour notre pays? Quelles sont les actions majeures qui, en principe, devraient être posées par les autorités pour ne fût-ce que renverser la trajectoire? Je crois que les autorités doivent aller plus loin dans la recherche de la cohésion nationale. Notre pays est déchiré. Okay. Et par le dialogue, comme on a tenté de le faire, nous pouvons recoller les morceaux déchirés et avoir une vision commune. Une vision commune. Nous devons, après ce dialogue, le gouvernement devra réfléchir sur la décentralisation de notre pays qui est mal comprise. Mais si, c'est dans la Constitution. Oui, c'est dans la Constitution, mais ce n'est pas bien appliqué. Ce n'est pas bien appliqué. Quand nous parlons de la réforme de la Constitution, moi je suivais loin. Je pense même que le gouverneur ne devrait pas être des originaires, parce qu'on a l'expérience qu'ils n'ont rien de produit du développement. Par contre, ça casse l'unité nationale. Il faut réfléchir comment on peut prendre quelqu'un du Kasaï qui parle à l'Équateur, c'est l'Équateur qui va au Kasaï, on renverse tout ça, ça crée le sentiment d'appartenir à une nation. Et je travaille pour le développement d'un coin qui ne m'a pas vu naître, mais c'est mon coin parce que c'est mon pays. Ça, c'est très important. Donc, c'est des éléments comme ça. Réfléchir sur la décentralisation, parce qu'elle nous ramène quoi à des choses du type de tribalisme, des messages de la haine. Je connais dans le Congo central un monsieur qui a été député dans la législature passée, provinciale, premier ministre provincial, son suppléant, quelqu'un qui venait du Sud Kivu. On a tenté de refuser que cela ne puisse pas le remplacer à l'Assemblée provinciale. Ça existe dans ce pays. Et quand je parle à ceux qui savent le cas au Congo central, savent de qui je parle. Une façon d'émietter le pays. S'il y a des choses à refaire, nous devons revoir, évaluer
les dispositifs de la décentralisation pour voir à quel niveau nous sommes allés. J'ai souhaité bien le programme de 145 territoires et on pouvait aller loin. Au lieu de s'arrêter au programme, on crée ce qu'on appelle la coopération et développement du Congo. Toute une entreprise qui s'occupe de questions comme celle-là, de façon permanente. De façon permanente et qui s'intensifie sur l'ensemble du pays. On crée un petit fonds qu'on affecte pour le faire fonctionner et faire développer le pays. Ça peut aller de l'avant. Malheureusement, c'est sporadique, c'est spontané. Et puis, c'est à un moment donné, 145 territoires, ça s'arrête. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Donc, à part ça, la question de la paix, de la sécurité, mais aussi des victimes. La réparation reste majeure pour nous. La souveraineté du Congo sur l'ensemble de tout le pays, l'intégrité du pays, récupérer tous les territoires occupés aujourd'hui. J'ai suivi une interview d'un Jeune Afrique où M. Kagame avoue que ses troupes sont sur le sol congolais. Pour une première fois, il n'a jamais avoué. Il parlait de mesures pour des raisons de sécurité. Cette fois-ci, il est conscient qu'il est sur le sol congolais. Ceux qui pensent que c'est Nanga, ce n'est qu'une marionnette. Ceux qui pensent que c'est les Bizimwa ou les Makenga sont des marionnettes. Donc il faudra qu'on puisse quand même faire partir. Que ces gens-là qui ont pris les armes en compétition avec eux répondent aussi devant la justice. Après, on verra leur sort. Enfin, on verra leur sort. Merci beaucoup, Monsieur Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. On espère qu'on peut vous avoir le plus souvent, non? Ah oui, j'espère que Dieu nous donnera la force et l'énergie de nous revoir tout le temps, mais j'appelle le Congolais à plus de vigilance et de mobilisation. On a un pays, on n'en a pas deux. Nous devons le défendre. Nous devons nous défendre. Un seul pays seulement que nous avons, que Dieu nous a donné. Donc, on a l'obligation de le défendre et de le protéger pour les générations futures à venir. Allez, ça n'est fini pour cette émission. On va s'arrêter là. Allez, portez-vous bien. Au revoir.